Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Et tu peux t'abonner sur toutpoursagloire.com, t'aurais pu dire. Je suis pasteur et tu peux t'abonner sur toutpoursagloire.com. Comme ça, tu contractes ton église et ton site, mon gars. J'espère qu'un jour, quelqu'un fera une compilation de tous les jeux de mots pourris que tu auras fait. Ouf, mon gars, il est pas né. C'est une encyclopédie. C'est ouais. Bon, enfin bref. Alors, Mathieu, aujourd'hui, on va parler d'un homme qui a marqué le XXe siècle, un des hommes les plus grands et en tout cas les plus importants sur l'échiquier politique du XXe siècle. Moi, je pense à un homme qui n'était pas chrétien, en tout cas, bon, qui était croyant en Dieu, mais ça c'est sûr, mais en tout cas, est-ce qu'il était vraiment enfant de Dieu? Ça, je ne le sais pas, mais en tout cas, ça n'apparaît pas comme une confession de foi publique, mais un homme que Dieu, je crois, a utilisé dans sa grâce pour faire de grandes choses et protéger le monde aussi d'un drame immense qu'aurait été la victoire du nazisme. Aujourd'hui, Mathieu, nous allons parler de... Aujourd'hui, nous allons parler du général de Gaulle. Du général de Gaulle. Super dur. Aujourd'hui, on va parler de mon papa. Parce que mon papa, c'est le meilleur. Non, on va parler de Winston Churchill. Yes. Winston Churchill, le bonhomme avec son petit chapeau melon, sa canne, son cigare, son charisme et ses punchlines. Un homme extraordinaire. Et pour être honnête, c'est moi qui ai proposé à ce qu'on parle de Churchill parce que je suis un grand fan. En fait, pour être honnête, ouais. Il n'y a que toi qui va parler de Churchill. Il n'y a que moi qui va parler de Churchill. Parce que je connais très peu de choses de Churchill. D'accord. Alors, tu sais que c'est pas un cigare, Mathieu, Churchill. Mais ah mince. Ah mince. Ah bah, j'ai plus rien à dire. Ah bah, t'as plus rien à dire. Eh bah voilà. Et ouais. Non, c'est pas le cigare qui fait l'homme, c'est l'homme qui a fait le cigare, mon ami. Oh là là, c'est beau. Ouais. Ça t'est devenu... D'où ça devient, là, cette espèce de... Pas d'obsession, mais on peut dire que après Jésus... il y a Winston. Il y a peut-être un ou deux avant, mais il est pas loin dans la liste, quoi. Il est dans ton top 5 quand même. Ouais, et je dirais en tout cas des non-chrétiens, le personnage historique que je préfère, la figure historique plutôt, devrais-je dire, c'est vraiment Churchill est vraiment pour moi un gars dont je suis fan. Ça m'est venu tardivement, en fait. J'avais un prof d'histoire quand j'ai repris les études pour passer le bac, là, donc j'étais déjà un peu plus mûr, tu vois. Je pense pas que tu tombes amoureux de Churchill quand tu as 16 ans. Tu vois, tu as un peu d'autres modèles. Comme je te disais la semaine dernière, moi, c'était plutôt Bruce Lee quand j'avais 16 ans. Mais j'ai découvert, j'avais 22-23 ans, quand tu fais le programme de la Deuxième Guerre mondiale, mon prof, qui était un grand fan de Churchill, mon prof d'histoire, et c'est lui qui m'a donné l'intérêt de découvrir ce bonhomme. Et ce qui est dingue, c'est de voir comme avec son charisme, sa capacité, son courage et ses capacités oratoires, il a réussi à faire des choses extraordinaires. Et c'était vraiment un homme... en fait, le bonhomme est à part, quoi. Tu vois, il y a une classe, on parle de virilité la semaine dernière. Moi, je le trouvais vachement viril et vachement courageux dans ce qu'il a fait, non pas sur le champ de bataille, bien qu'il a été militaire étant jeune, mais comme homme d'État. À l'époque, moi, il y avait la campagne présidentielle et je me disais, il y avait les tours, tu sais, il y avait le débat, je me souviens, entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy, et je les voyais et je me disais... Purée, mais les Anglais, il y a un moment donné, ils avaient Churchill, quoi. Les Américains, ils avaient Eisenhower, et nous, on avait Sarkozy et Royal je me disais, si on a une guerre de l'envergure de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce qu'on pourra compter sur eux, tu vois? Donc, c'est clair. Donc voilà, c'est comme ça que je suis un peu tombé fan de Winston. Ok, donc c'est ton prof d'histoire. D'ailleurs, pour ceux qui seraient peut-être choqués
d'entendre qu'on fait un épisode sur Winston Churchill ou d'entendre qu'on peut vraiment l'aimer à ce point, on vous renvoie peut-être d'abord à l'épisode sur la grâce commune. Tout à fait. Et ensemble, on va voir en fait aujourd'hui comment la grâce commune nous permet non seulement d'apprécier, mais même de tirer des leçons. Exactement. De tirer des leçons de personnages qui, dans l'histoire, n'étaient pas chrétiens, mais qui ont reflété, grâce à la grâce que Dieu leur a accordée, comme il accorde à tous les hommes, de faire des choses qui sont en accord avec sa volonté et qui peuvent être exemplaires aussi pour les chrétiens. Et, du coup, moi j'ai une question. Comment tu as appris à le connaître à partir de ce moment-là où ton prof d'histoire t'en a parlé? Et quelles sont les ressources que tu conseillerais peut-être à ceux qui ont envie de se pencher sur Churchill? Alors bon, j'ai commencé donc j'ai commencé par le programme d'histoire sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est marrant, un des trucs qui m'a le plus frappé, c'est la photo officielle de la conférence de Yalta qui avait lieu avec Eisenhower et Staline. Donc tu dis, tu as quand même sur une photo 3 personnages, attention, qui ont été parmi les hommes les plus puissants du monde, même de toute l'histoire de l'humanité en termes de force militaire qu'ils avaient derrière eux et de poids politique où ils avaient eux un rayonnement sur le monde entier et décider du monde. Et ça, j'ai été vraiment impressionné de voir que si peu de gars. Et en fait, mon prof faisait toujours des citations de Churchill. Et c'était une encyclopédie de Churchill et il savait le citer à toutes les sauces. Mais c'était génial. Et en fait, du coup, moi, j'ai commencé à regarder de plus près les citations. Donc, j'ai commencé comme ça et on en partagera tout à l'heure. Et c'était vraiment, il avait un goût de la formule, même traduit en français, ça rend très très bien. Et après, plus tard, j'ai continué notamment au travers de documentaires télévisuels. Je ne sais pas si tu as vu la série Apocalypse qui avait été produite par France Télévisions. C'est Mathieu Kassovitz aussi qui était, je crois, à la production et qui fait la voix off. En fait, la série Apocalypse, elle a été faite donc sur la Deuxième Guerre mondiale. Après, ils en ont fait un autre sur la Première Guerre mondiale. Et en fait, donc, c'est des documentaires exclusifs où ils ont retrouvé tardivement les premières pellicules couleur qui ont été tournées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils ont remasterisé, numérisé tout ça, mis en couleur aussi le reste, créé une bande-son spéciale. Et en fait, c'est un documentaire, je sais pas, il doit faire, je sais pas combien d'heures il fait en tout, c'est plusieurs épisodes qui retracent toute la Deuxième Guerre mondiale. Et alors, franchement, si tu es au lycée et que tu n'as pas envie de bosser la Deuxième Guerre mondiale, tu regardes ça, c'est fascinant, c'est impressionnant, c'est horrible. Tu passes par toutes les émotions, mais tu te dis, mais c'était vraiment une période de l'histoire complètement folle. Et donc... C'est peut-être un bon plan là, parce qu'il y a le bac, c'est bientôt le bac, non? Ah ouais. Ah non, mais si t'aimes pas l'histoire et que tu trouves la Deuxième Guerre mondiale, tu comprends pas la logique des événements, tu regardes cette série de documentaires, mais c'est génial, quoi. Excellent. Ouais. Donc ça très bien. Donc voilà, c'est au travers d'abord de documentaires comme ça que j'ai creusé un petit peu plus qui était Churchill. Même sur YouTube, tu dois pouvoir trouver des documentaires, je suis sûr, sur la vie de Churchill. Et puis après, bon, il y a 2-3 ans, j'ai eu envie d'aller plus loin et de me dire, bah tiens, j'ai vraiment envie d'aller au bout et de connaître le personnage. Alors j'ai lu 2 bouquins de lui. Alors il y en a un, j'ai oublié le nom. Et je ne le retrouve plus, c'est en gros sur des citations mais plus longues, tous ses discours, etc. Je tâcherai de retrouver le lien. Et sinon, je suis tombé sur... j'ai lu la biographie qui fait un peu référence, qui a été écrite par François Kersandi. Bon, c'est un truc, il faut vraiment aimer le personnage parce que ça détaille toute sa vie, un truc de dingue, et il y a 700 pages, quoi. Donc bon, c'est peut-être pas ce que je recommanderais à tout le monde. En tout cas, c'est vraiment exhaustif. Le ton est juste. Le but n'est pas de faire une angiographie du bonhomme et le faire passer pour un saint. L'auteur, c'est ça que j'ai apprécié, montre aussi toutes les limites et les travers et les nombreuses erreurs qu'il a fait. Mais il est clair que Churchill est un homme hors du commun. Mais un vrai homme du commun, quoi. C'est pas, je veux dire, est-ce que tu es capable de citer tous les présidents qu'il y a eu en France? Moi, j'en suis absolument pas capable parce qu'il y en a qui n'ont pas du tout marqué l'histoire, mais Churchill, il restera dans l'histoire. Ça, c'est sûr et certain.
Est-ce que tu veux que je te fasse un petit survol de sa vie? Bah, avec plaisir. Avec plaisir. D'accord. Bon, alors, je ne suis pas un spécialiste. Je suis pas un spécialiste. D'ailleurs, ceux qui veulent progresser, c'est un autre truc que j'aimerais faire un jour, c'est lire ses mémoires de guerre. Où il a écrit pendant tous les conflits, et ça, sa plume, c'est pas une biographie sur lui, mais c'est ses écrits. Ça vaut le coup, je mettrai aussi le lien pour ceux que ça intéresserait. Alors, Churchill, sans faire le relou, je vais vraiment rappeler les grandes lignes de sa vie. Il est né en 1874 et il est mort en 1965. Donc c'est un Anglais. C'était le fils il était dans une famille d'aristocrates, mais qui n'était pas particulièrement riche. Ce que j'ai retenu, moi, ce qui m'a marqué de son enfance, c'est que c'était un enfant qui était assez isolé. Ses parents étaient très distants de lui au niveau de l'affection, du cadre affectif. Il a vraiment eu de grosses carences. Et en fait, il était, dès son enfance, fasciné aussi par la guerre. Alors c'était une époque, voilà, il y avait eu il a connu lui la Première Guerre mondiale dans sa jeunesse, et c'était à l'époque un contexte de pays très militarisé, et donc il était fan de tactique militaire, etc. Il a eu un parcours scolaire difficile. Ses parents voulaient lui faire rentrer dans les grandes écoles, mais il a échoué, et finalement il s'est retrouvé à faire une école militaire. Et puis il est parti au combat à l'époque du Commonwealth, en Inde, au Soudan et tout ça. Et donc c'était vraiment un gars donc qui était officier, mais qui a vraiment été sur le terrain de la guerre. Et ce qui est fou, c'est que quand tu lis dans sa biographie les témoignages des gars qui étaient avec lui, c'est que Churchill avait un courage quand même hors du commun. Et c'était le gars qui prenait des risques fous. Et il y a un récit notamment d'une attaque de train en Inde, et il est le gars qui s'expose à découvert pour donner des ordres aux autres qui sont cachés, et qui est le premier à aller chercher les marchandises et les personnes pour les sauver et tout ça. Enfin bref, voilà, un homme qui était quand même très très courageux, quoi. Voilà. Suite à cette carrière militaire, donc il a participé aussi un petit peu à la Première Guerre mondiale, et en fait il a commencé parallèlement en tant que militaire. C'était un fou d'écriture et un homme insatiable de connaissances littéraires. C'est un autodidacte de fou, et en fait il passait son temps à lire, et il a tout lu. Autant des ouvrages d'art, d'économie, de politique, les grands classiques de la littérature grecque, antique, etc., les grands classiques du christianisme et tout, enfin bref. Et en fait, il était vraiment à la recherche d'une gloire. Ça, c'est un truc, toute sa vie, le gars voulait marquer l'histoire, mais il voulait la marquer en faisant avec une vision du monde quand même qui était très sur le fait de vouloir défendre, pas être célèbre pour être célèbre, mais être célèbre pour avoir écrit l'histoire et pour avoir participé en faisant des choses qui étaient courageuses, justes et bonnes à son sens, bien sûr. Et donc, pendant toute la guerre, il est aussi devenu un peu correspondant de guerre pour la presse anglaise, et il écrivait des chroniques. Et tout de suite, il a été remarqué pour un certain don d'écriture. Et en fait, il a développé, et ça, il a été très intelligent, c'est que dès jeune, il a pris une habitude d'écriture qu'il a, je trouve, aidé, je pense, dans sa capacité d'analyse géopolitique et militaire. Et en fait, il va être au bénéfice de ça toute sa vie. C'est un gars qui voyait toujours, qui avait toujours 5 coups d'avance sur les autres politiciens, et qui avait une compréhension globale du monde et des dynamiques avec les régimes politiques qui montaient, qui descendaient, qui était vraiment, vraiment très fort, quoi. Bref, voilà, après il est rentré en Angleterre, il a été ministre de l'armement, secrétaire d'État, voilà, et puis en fait il était sous la gouvernance de David Lloyd George, qui était le grand victorieux de la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, attends, j'ai oublié de dire une ressource. S'il y en a qui sont intéressés par l'histoire du XXe siècle, il y a Ken Follett, c'est un auteur vraiment à succès très connu, qui a écrit une trilogie, et les 2 premiers tomes sont vraiment excellents. Ça s'appelle La chute des géants et L'hiver du monde. Et d'ailleurs, dans ces 2 livres, ça suit justement tout le développement
de ces deux récits. C'est un roman historique, c'est comme ça qu'on appelle. Et donc ça retrace tout ça, et notamment l'histoire de David Lloyd George. Très intéressant. Bon, il y a des scènes, attention, des fois un peu d'amour romantique, et même où il va plus loin, c'est érotique, et là faut vraiment squeezer, quoi. Faut passer sur la table. Dans le livre, pas lire. Ouais, dans les livres. Ouais, donc je tiens quand même à mettre en garde, c'est anecdotique, mais je préfère mettre en évidence, c'est des trucs en tout cas que moi j'ai pas cherché à lire. Voilà. Donc voilà, c'est un gars qui a changé de parti. Avant, il était dans le parti des libéraux, après il est devenu conservateur. Voilà, et en fait, pour lui, il s'en fichait. En fait, il disait que, en gros, t'as des hommes qui changent de parti en fonction de leur opinion, et d'autres qui changent d'opinion en fonction de leur parti. Et lui, il disait, moi, pour être conforme à mes opinions, je m'en fous, je quitte le parti, je vais dans l'autre parti. Donc, ça faisait partie un peu de son caractère. Voilà, il y a un truc qui est connu, une citation de lui que j'aime bien, où en fait, une fois, il coupe pendant le Parlement un autre parlementaire, et le gars, il dit, mais pourquoi est-ce que vous le coupez? Et lui, il a répondu, je ne contredis pas monsieur le député lorsqu'une vérité lui échappe de temps à autre. Et en fait, il a coupé pour lui dire ça. Donc, tu vois, ça donne une image du bonhomme, quoi. Voilà, en 1940, je te passe les détails, moi-même, je ne sais plus très clair dans ma tête, mais il devient Premier ministre du Royaume-Uni. Et il a été choisi un petit peu par défaut plutôt que par adhésion, et je pense que ça a vraiment été un homme providentiel. Voilà, et c'est lui qui organise toutes les forces armées britanniques et qui conduit le pays à la victoire sur les puissances de l'Axe, donc la coalition autour des nazis avec les fascistes italiens. Et, c'est lui d'ailleurs qui est à l'origine de la maintenant célèbre opération. Si on a vu le film Dunkerque. Voilà. C'est lui qui est à l'origine de cette opération avec toute la flotte anglaise. Exact, ouais, voilà, tout à fait. Et en fait, voilà, c'est lui qui voilà, c'est le penseur de la stratégie et même de la politique, de la philosophie d'opposition acharnée contre le nazisme. Et c'est lui qui va permettre à De Gaulle aussi, avec qui on dit qu'il avait une amitié, mais qui était quand même tumultueuse, parce que c'était quand même pas du tout les mêmes régimes et la même histoire, et puis un antagonisme un peu historique entre l'Angleterre et la France, mais qui va l'aider en gros à être le porte-parole et s'imposer comme le chef des alliés français et le représentant de la France combattante durant la Seconde Guerre mondiale, celle qui ne va pas collaborer. Voilà. Suite à la guerre, il va rester dans la politique. Là, je passe les détails. Moi, à titre personnel, ce qui m'intéresse surtout, c'est son rôle durant la guerre qu'il a eu. Mais en gros, il va rester jusqu'en 1964 dans le Parlement, dans lequel il avait été élu pour la première fois en 1900. Je sais pas si t'imagines la carrière politique du gars. C'est un truc de dingue, 64 ans. Voilà, et à noter, pour dire l'importance que le monde lui a reconnue, quand il est mort, donc en 65, pardon, son enterrement a été, à ce moment-là de l'histoire, l'événement qui avait rassemblé le plus grand nombre de chefs d'État dans le monde pour lui rendre hommage. Et c'est fou parce qu'il avait dit que l'histoire serait indulgente envers lui parce qu'il avait l'intention de l'écrire, tu vois. Donc c'est voilà. Donc s'il y a quelque chose à retenir, moi ce que je retiens de sa vie, et puis après je te proposerai quelques petites punchlines de lui, et t'hésites pas à me couper la parole du coup si toi tu veux glisser des choses, hein. Premièrement, je pense que c'est la chose la plus importante, c'est sa lucidité face au nazisme. Lloyd George, qui était le grand gagnant de la Première Guerre mondiale, et la plupart des parlementaires anglais voulaient en fait composer avec le nazisme. Vous voyez la naissance de ce nouveau régime, la puissance de l'Allemagne, et en sortant d'une première guerre qui avait vraiment coûté à tous, voulait absolument éviter la deuxième guerre. Et en fait, lui, il a une citation extraordinaire. Quand l'Angleterre a proposé en fait d'avoir un accord, tu vois, de paix et de non-engagement dans la guerre, il a dit: vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur.
vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. Tu vois, donc le gars dit double humilité, tu vois. Et en fait, il disait des politiques autour d'eux. Alors, je sais pas à qui elle était adressée en particulier cette accusation-là, mais il disait un conciliateur, c'est quelqu'un qui nourrit un crocodile en espérant qu'il sera le dernier à être mangé. Et en fait, lui, c'est comme ça qu'il voyait le nazisme. Et donc, son action en tant que Premier ministre a été décisive entre 40 et 45 durant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Et d'ailleurs, je sais pas si tu l'as vu. Est-ce que tu as vu le film Et non. Les heures sombres, Darkest Hours. Oui. Alors, je voulais absolument y aller, mais j'avais un emploi du temps de fou. J'ai pas trouvé le temps, dis-toi, d'y aller. Mais c'est sûr que dès qu'il sort en location, je me le regarderai, c'est sûr et certain. Ouais. Mais en fait, justement, le film raconte ce moment-là de la vie de Churchill. En fait, c'est assez court. Moi, je pensais que ce serait une plus grande période. Ouais. Mais raconte vraiment le moment où il a été parachuté un peu, justement à son poste. Par défaut. Comment il a dû lutter à l'intérieur même de son parti. Il était pas et avec ses chefs, tu vois, de l'armée, les généraux, etc. Et notamment qu'il a été le dernier rempart contre l'abdication, en fait. Tout à fait. Oui. Et en fait, c'est assez émouvant. Tu verras, il y a une scène assez émouvante, mais on voit que c'est un homme qui est plein de convictions. Bon, on en parlera tout à l'heure dans les choses à retenir, mais que c'était le seul en fait, et qu'à un moment donné, il a douté, mais que s'il y a quelque chose qu'il a bien caractérisé, c'est sa position indéfectible. Et intransigeante face au mal et comme tu disais, la lucidité qu'il avait contre ce nazisme-là qui pour lui c'était le mal même, c'était la barbarie, c'était et on pouvait pas imaginer faire autre chose que le combattre pour l'anéantir. C'est ça. Et il disait si un jour Hitler allait en enfer, j'irais quand même glisser un mot de compassion à Satan, je crois, ou un truc comme ça. Tu vois, il y a une citation un peu comme ça pour dire son opposition à Hitler était vraiment forte, quoi. Donc ça, pour moi, c'est ça, c'est son courage politique. Et un pays qui a des forts leaders politiques avec des valeurs, c'est quand même une bénédiction, c'est clair. En plus de ça, peut-être nous moi j'y suis touché. Parce que on est appelé à faire beaucoup de discours en tant que pasteur et ce qu'on appelle chez nous des prédications. Mais il avait un talent d'orateur et de la formulation qui ont été un outil extraordinaire entre ses mains pour utiliser justement, enfin si tu veux, il avait du génie, mais il a su aussi communiquer son génie et sa vision et gagner même ses contradicteurs petit à petit à sa cause et ressortir, alors qu'il avait s'était un peu retrouvé Premier ministre par défaut, à ressortir avec l'honneur et la gloire d'avoir été le visionnaire et qui a sauvé l'honneur finalement de l'Angleterre face au nazisme, alors que nous, tu vois, par exemple en France, on est partagé, quoi. On est la France de Gaulle, mais aussi de Pétain, alors que l'Angleterre se dit non, on est l'Angleterre de Churchill qui a résisté. Et en fait, il y a pareil, encore une des citations, tu vois, il disait « Agissez comme s'il était impossible d'échouer ». Et c'est comme ça qu'il parlait aux chefs généraux, aux militaires. Il dit il n'y a pas la possibilité d'échouer, il faut y aller, quoi. Et voilà, et donc il était aussi... Vas-y. Ouais, désolé. D'autant plus que ça aurait été facile de tenir ses positions s'il était tactiquement dans une position favorable. Alors que là, le moment où justement, et c'est la raison pour laquelle certains voulaient signer un traité avec l'Allemagne, c'est que l'armée anglaise se faisait défoncer, qui perdait énormément de monde et que toute leur position, et on le voit d'ailleurs à Dunkerque, c'est extrêmement oppressant, mais toute leur position ils étaient acculés de toutes parts, et la seule issue semblait être soit la mort et le carnage, soit l'abdication. Ouais, c'est ça. Et allié à ça, pour lui, avec son courage, il y avait aussi un boulard, il faut reconnaître, énorme, un orgueil phénoménal.
Ça, c'est clair. Et il disait, je crois que c'est une de ses punchlines les plus connues où il disait « Nous sommes tous des vers, mais je pense que je suis un ver luisant. » Je trouve ça génial. Tu vois. Il avait un bagou extraordinaire. Quoi. Donc voilà, c'est ça. Il faut retenir ses dons d'écriture. Il faut savoir qu'il a eu un prix Nobel de littérature pour ses mémoires de guerre, je crois. Mais et pour toute son œuvre. C'était aussi apparemment un peintre estimé. Alors ça, je le savais pas du tout. Je l'ai découvert en lisant la biographie. Bon, moi, je me dis qu'il aurait mieux fait de faire du rap parce que ça aurait été un super rappeur, je pense. Est-ce que tu as vu la série The Crown sur Netflix? Non. Parce que c'est la série qui détaille le règne d'Elisabeth II. Ouais, c'est pas le genre de thématique qui m'attire de prime abord. Et ouais, mais tu as tort parce que c'est la toile de fond sur laquelle Churchill a évolué et on le voit très souvent. D'accord. Churchill. Ah, bah alors pour ça, et notamment, est-ce que tu connais l'histoire de son portrait? Non. Le portrait, tu sais qu'ils ont commandé, alors tu iras voir, peut-être tu peux trouver une vidéo ou un audio ou raconter. Ouais. Ils avaient commandé justement un portrait de Churchill, je sais plus à quelle occasion. Ouais. Et ils détestaient ce portrait. Et il y a une affaire autour de la disparition de ce portrait et on raconte que soit lui, soit sa femme l'aurait brûlé ou alors qu'il aurait fait brûler ce portrait. Ouais. Il détestait ce portrait quand il a été présenté officiellement. Ouais. Il a fait des blagues pour dire à quel point il le trouvait dégueulasse, que c'était humiliant, etc. Ouais. Et donc c'est à la fois marrant, mais ça montre aussi ce côté boulard du mec, quoi. Ouais. Qui se laisse... En fait, il se laissait pas contrarier, le mec. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et un orgueil démesuré qui l'a poussé à faire de grosses erreurs dans sa tactique militaire, dans plein de trucs. Là, on dépeint un peu comme l'homme victorieux, mais notamment pendant la Première Guerre mondiale en Inde, quand il a été ministre du Commerce aussi pendant un temps avant de devenir ministre des Armées, il y avait des questions de soulèvement un peu de population, en même temps qu'il y avait eu la révolution en Russie, là, j'ai oublié le nom. Ah, pétard, je passe pour un naze là. Bref, la révolution ouvrière. Bolchevique. Voilà, merci, bolchevique. Voilà, il y en avait du coup en Angleterre, le bolchevisme vraiment gagné, et puis lui, il a géré ça, mais comme un bourrin. Enfin, je veux dire, c'était terrible. En fait, il n'était pas fait pour le commerce, lui, il était fait pour la guerre. C'était clairement. Et il disait lui-même, c'est fou, il disait, la préparation de la guerre me fascine. C'était un truc. Alors, ça fait peur quand on entend ça, mais lui, il se sentait appelé, vraiment, mis à part. Le gars avait une conviction qu'il devait être là pour protéger son pays et protéger le monde du nazisme. C'était un peu sa ligne directrice. Mais il avait une autre grosse faiblesse au niveau de son mode de vie. Il était hyper orgueilleux. Il savait se faire des amis, mais aussi des ennemis. Et il avait du mal à comprendre son pays. Ça, c'est un truc que j'ai trouvé, c'est que autant dans l'analyse du monde, et au niveau international, il a été très fort. Au niveau national, ça a été beaucoup plus difficile pour lui. Et puis, c'était un homme qui était aussi alcoolique, mélancolique, qui était polyaddict, on pourrait dire ça comme ça. Apparemment, il le dit qu'il a traîné de son enfance, en fait, où il a toujours voulu impressionner son père qu'il méprisait, son père qui était aussi dans l'armée. Et lui, du coup, derrière, a toujours essayé de compenser ça. Et alors, il en jouait avec beaucoup d'humour, mais derrière, c'était ça, tu vois. Il avait une santé déplorable et qu'il a vraiment mal amené, mais c'était un fou de travail malgré tout. Des fois, il avait des crises de rhumatisme et de gouttes liées à l'alcool et de ça, enfin plein de problèmes. Il était dans des bains chauds pour se soulager, mais à côté de lui, il y avait ses secrétaires qui étaient là et il dictait toute la journée des lois, des textes, des commandements, il organisait des trucs depuis son bain alors qu'il était en train de souffrir. Et quand on lui demandait quel était le secret de sa vitalité, c'est ce qu'il répondait ? Non. No sports. Pas de sport. Et il disait d'autres choses. Il disait je n'ai dans le sang que des globules rouges. L'alcool a tué depuis belle lurette tous mes globules blancs. Il disait aussi que l'alcool lui a beaucoup pris, mais lui a aussi beaucoup donné. Enfin, il avait une relation qui était vraiment perverse, à ça. Et voilà. Et c'est d'ailleurs comme ça que commence le film. Le film dont je te parlais tout à l'heure, il commence avec un verre de whisky qui est versé. Ouais.
Et tu le vois au réveil qui boit son verre de whisky et qui allume son cigare, quoi. Ouais. Et il disait... Il y a une scène aussi qui est hyper drôle, c'est sa femme qui lui dit mais on est fauché, comment on va faire, on peut pas payer les factures et tout. Et lui, il s'en foutait, tu vois, on voyait il gérait pas ça, il était dans des trucs beaucoup plus grands, entre guillemets, que ça. Et puis il a une réplique, il regarde sa femme, il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et elle dit faut arrêter de fumer des cigares. Il dit j'en fumerai que 4 par jour désormais. c'est ça. Et il disait le secret de la santé. Alors attends, je ne sais plus celle-là parce que je l'ai pas noté. Il y a un truc genre le secret de la santé, c'est le médecin m'a dit le secret de la santé, c'est une pomme par jour. Du coup, faut bien viser le médecin. Donc, genre, t'as le médecin qui s'approche de toi, tu lui balances une pomme par jour, ça suffit, tu vois, pour le tenir à distance, tu vois. Mais il était dans un suicide à petit feu, il se concentrait, il s'en fichait de lui-même, de sa santé, et je pense que aussi il a trouvé dans des dépendances comme ça aussi tout le, c'était ses médicaments pour gérer son stress, etc., etc. Faut pas rêver. Voilà. Donc je te propose quelques-unes de ces punchlines quand même. Vas-y, parce que balance. Là, on va se marrer. Il faudrait presque demander à Dave qu'en fond, ils nous mettent un petit beat de rap, tu vois, parce que franchement, voilà ce qu'il disait. Il disait « Christophe Colomb fut le premier socialiste. Il ne savait pas où il allait, il ignorait où il se trouvait, et il faisait tout ça aux frais du contribuable. » Le mec, le tueur. Ouais, et c'est là où il faut mettre... Tu vois, souvent, moi, j'ai du mal avec les citations qui sont mises, tu sais, sur Facebook hors contexte, sur Twitter, tu sais, les trucs de motivation et tout ça. C'est vraiment, je trouve, terrible. Mais il faut repenser au contexte des citations. Et ça, c'est hyper important. Où il disait « Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Ah ouais, ça, j'avais déjà Celle-là, elle est connue, tu vois. La critique peut être désagréable, mais elle est nécessaire. Elle est comme la douleur pour un corps humain. Elle attire l'attention sur ce qui ne va pas. Ah oui, je l'ai. Une pomme par jour éloigne le médecin pourvu que l'on vise bien. Et le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Voilà, tu vois, le contexte des citations est hyper important parce que c'est pas un mec qui veut développer son blog. C'est ça. Tu vois, c'est ça. Et c'est ça la grande différence, c'est que et moi c'est ce que j'aime aussi avec Albert Mohler. Ouais. Alors lui, Albert Mohler, c'est plus Theodore Roosevelt, son homeboy. D'ailleurs, j'ai la biographie là que je vais me faire cet été. Et ben on fera l'inverse. Tu nous parleras de je te parlerai de Teddy Roosevelt. Et c'est ça la différence entre les mecs qui te sortent des citations de motivation parce qu'ils sont influenceurs Instagram et le mec qui te parle de difficultés ou de douleur parce qu'il a fait la guerre. Tu vois. C'est ça, exactement. Ça change tout, quoi. Tu vois, quand il dit vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous saurez regarder loin dans le passé, plus vous saurez loin dans le futur. Tu vois, on parle de discernement. Le gars, en fait, il était cultivé à mort. Et il savait comment fonctionnait la dynamique de la géopolitique. Et voilà. Et une phrase, tu vois, sur son analyse de... je pense que là, on est en pleine guerre ou après. Il dit « En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En URSS, tout est interdit, même ce qui est permis. » Tu vois le gars, c'est ça, le sens de la formule. Il te dit toute la géopolitique du monde occidental avec ça, quoi. C'est dingue. Il y a aussi cette célèbre phrase que la démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes. Ça, on lui doit aussi à lui. Il y en a une autre qui est un peu drôle encore, où il dit le golf consiste... Est-ce qu'on lui doit à lui ou à Platon? Bonne question. C'est vrai que là, tu me mets le doute parce que c'est bien possible que j'ai déjà entendu ça venant de Platon aussi. Là, tu me mets le doute. On vérifiera. En tout cas, lui, il l'a dit. Et si Churchill l'a dit, c'est parce que Platon pensait qu'un jour Churchill le dirait qu'il l'a dit. Ouais. D'ailleurs, il disait souvent qu'il était dégoûté auprès des Romains et des Grecs parce qu'il disait... c'est l'inverse. Attends, redis ta citation. La démocratie est un mauvais système, mais elle est le moins mauvais de tous les systèmes.
Ah ouais, c'est ça. Le truc, c'est la démocratie est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Ah, d'accord. Ouais, bon, bah, à mon avis, il l'a pas pondu de nulle part, quoi. Une autre qui est marrante, après je t'en donnerai 2-3 de la guerre. Il dit: le golf consiste à mettre une balle de 4 cm de diamètre sur une grosse boule de 40 000 km de tour et de frapper la petite et non la grosse. C'est génial comme il tourne en dérision. C'était le truc de l'aristocratie, tu vois, le golf. Voilà, mais il se foutait de la tronche des mecs. Voilà. Et après, bon, moi, celles que je préfère, c'est celles qui sont dans le contexte de la guerre. Alors déjà, il y a une expression qui est physique. C'est le fameux V de la victoire. Et ça, on l'oublie, mais le V de la victoire, c'est Churchill qui l'a validé, quoi. Tu vois, c'est vraiment ça dans la gestuelle, quelque chose de très fort. Et d'ailleurs, si dans le film aussi, alors je sais pas si ça s'est passé comme ça, mais si tu regardes dans des archives, tu le vois. La première, je crois qu'il avait vu ça quelque part et il voulait le refaire, mais la première fois qu'il fait le V de la victoire, il le fait comme ça. À l'envers, oui. Et il le fait à l'envers et là, alors je sais pas. Et c'est le doigt d'honneur anglais. Ouais, voilà. Et dans le film, c'est sa secrétaire qui lui dit: mais Monsieur Churchill, vous savez ce que ça veut dire, ça? Il dit: mais ça veut dire victoire. Et il dit: non, ça veut dire ça et tout. Et là, tu le vois, il explose de rire, le mec. Et après, il change sa manière de le faire. C'est génial. Voilà, je te cite son discours du 13 mai 1940. J'aimerais dire à la Chambre, comme je l'ai dit à ceux qui ont rejoint le gouvernement, je n'ai à offrir que du sang, du labeur, des larmes et de la sueur. Vous me demandez quelle est notre politique ? Je vous dirai, c'est faire la guerre sur les mers, sur terre et dans les airs, de toute notre puissance et de toutes les forces que Dieu pourra nous donner. Pouah, c'est un bonhomme. Tu vois, c'est là le courage, quoi. Tu vois, voilà, l'engagement militaire. L'évacuation de Dunkerque, ce qu'il a dit donc, quand tu faisais référence au film, il dit nous combattrons sur les plages, nous combattrons dans les champs, dans les rues, nous combattrons dans les collines, jamais nous ne nous rendrons. Une autre citation encore, il disait: la manœuvre a abouti à introduire un nouvel allié. La manœuvre, qui aboutit à introduire un nouvel allié à vos côtés est aussi fructueuse qu'une victoire sur le champ de bataille. Et d'ailleurs, après Pearl Harbor, sa première citation, tu sais ce qu'elle a été ? Non. Il a dit: ça y est, nous avons gagné la guerre. Parce qu'il s'est dit, ils sont touchés aux Américains, ils rentrent en guerre, et maintenant on a les Américains avec nous, ils sont finis. Donc, tu vois, d'ailleurs, c'est un des trucs que tu vois dans le film aussi, c'est que les Américains, ils peuvent pas se mêler de la guerre, et Churchill, il est tout seul, en fait. Ouais, c'est ça. Et lui, il faisait tout, et en fait, ça a été pour lui l'aubaine où il s'est dit, bon, bah maintenant c'est bon, ils peuvent pas faire machine arrière, quoi. Et il disait, enfin, dans la guerre, résolution. Dans la défaite, défiance. Dans la victoire, magnanimité. Dans la paix, bonne volonté. Tu vois, c'est ça. Donc, est-ce que toi, tu, en tant que chrétien, là, avec tout ce que je t'ai partagé, qu'est-ce que tu trouves d'inspirant ? Ouais. Écoute, ça rejoint un petit peu la virilité. Oui, tout à fait. Je trouve qu'il y a des traits justement de la grâce commune qui rejoint ce qu'est être un homme, notamment le courage. Ouais. C'était un homme courageux, comme on l'a vu. Ouais. La conviction, mais une conviction qui n'est pas juste des bons mots ou des idées faciles, c'est une conviction de l'agir. Ouais. Et c'est une conviction qui l'a amené à justement être seul contre tous, courageux, à persévérer. Et la question de l'engagement, encore une fois, pour moi, elle est très importante, parce qu'il s'était engagé au service du peuple anglais. On voyait quelque part que c'était aussi une certaine satisfaction personnelle, parce qu'il fait ce qu'il faisait. Aussi une certaine, il est arrivé aussi là, et je pense que toute sa vie il a voulu être il a voulu être Premier ministre, et jusqu'au bout il
il visait que ça. Mais la question de l'engagement, le mec, une fois qu'il était engagé à gagner la guerre et à vaincre le mal, il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour aligner ses convictions et mettre son courage au service de cet engagement. Et moi, c'est ce qui me marque le plus, c'est cette, en tant qu'homme chrétien, c'est cette détermination à ne pas pactiser avec le mal, à rester engagé dans la bataille contre le mal, à agir avec courage et conviction dans un combat dans lequel je me suis engagé. Et je pense que l'exemple de Churchill est un bel exemple, tu vois, sur ces points-là, quoi. Ouais, excellent. Moi, je te rejoins un peu, je vais à peine compléter. Le courage, je pense, c'est ce qui ressort le plus. Et la capacité à prendre des décisions à haut risque. Et là encore, j'ai une citation, tu vois, où il dit on ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multipliez par 2. Mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez à de moitié. Donc ça, tu vois, c'était vraiment ça, quoi. Et puis tu avais, quand il disait, voilà, si vous devez traverser l'enfer, continuez d'avancer. Tu vois, c'était ce genre-là, quoi, tu vois. Et il disait, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Donc c'est cette résilience qui a marqué toute sa vie d'homme politique, où il a perdu énormément de fois, où il a eu des déboires, etc. Mais cette résilience, je trouve, moi, qui est inspirante pour nous, de se dire, lui, il était conscient qu'il était dans un monde qui était en grand danger, et nous, on doit être conscient qu'on est dans un monde qui est sous l'emprise de Satan, qui veut à tout prix détourner l'humanité au plus loin de Dieu, et que nous, notre courage, il doit être de vivre en étant intègre selon la volonté de Dieu et d'être lumière du monde. Et que dans ce sens-là, la persévérance, et la Bible met énormément en avant la persévérance, et celui qui est sauvé, c'est celui qui est persévérant. Et du coup, nous, on doit être vraiment persévérant dans nos convictions, malgré les flots et les puissances qui sont autour de nous, culturelles, politiques, qui voudraient nous faire changer d'avis, que nous, nos convictions, en plus, elles viennent pas de nous, elles viennent pas du monde, comme elles venaient pour Churchill, alors peut-être de choses positives qu'il y avait dans l'histoire, mais qu'elles doivent venir de la parole de Dieu. Ce que je retiens aussi, c'est sa capacité en tant que leader à anticiper les changements. Et ça, je pense que moi, en tant que responsable d'église, je me dis, les responsables doivent avoir quelques cours d'avant. Et aussi, sa façon dont il savait transmettre le courage. Tu vois, il y a le fait d'être courageux et de transmettre le courage. Et je pense qu'en tant que leader, si on a vraiment une foi en Christ, une des qualités qu'on doit reconnaître chez nous et qui est une manifestation pour moi de la foi et de la sagesse, c'est le courage. Et donc moi, j'espère pouvoir être un leader courageux. Et enfin, le rôle de l'écriture. En fait, pour lui, ça rappelle, tu citais Albert Mohler, dans son bouquin sur le leadership, là où il dit que les leaders sont des personnes qui écrivent. C'est leader, writer, avec mon accent so French. Et en fait, et lui, en fait, il était orateur et il écrivait et il lisait beaucoup. Et tu vois que ça a eu un rôle hyper important dans sa vie. C'est par les lettres et l'éducation qu'il a réussi à forger des convictions et à transcender son peuple et ses armées. Et nous, bon, c'est pas avec n'importe quelle lettre, c'est avec la lettre écrite par Dieu, la parole de Dieu, qu'on sait sûr et fiable, et que nous-mêmes, on doit apprendre à développer des pensées et à communiquer, que ce soit par écrit ou par l'oral, nos convictions aussi au peuple de Dieu et au monde, pour appeler le monde à la paix à laquelle Dieu appelle, quoi. Excellent. Voilà. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De quoi on va parler ? Eh ben, très bonne question. On va parler du survivalisme, mon gars. Excellent. C'est 3 épisodes qui sont un peu badass. Un peu badass, ouais, un peu très mec. Mais c'est cool. Mais écoute, si on survit d'ici là, ça sera avec plaisir. Ouais, et puis pour augmenter vos chances de survie en cas d'apocalypse, mettez 5 étoiles sur iTunes. C'est scientifiquement prouvé que ça vous protège. Il y a une étude, on vous mettra le lien dans la description. Ah ouais, une étude. Allez, salut Raph. Salut Matt.